Empêcher que la voix soit portée, c'est un problème, a déclaré Christine Mailly du réseau wallon de lutte contre la pauvreté dans son discours sans micro. Lorsque voici quelques jours, devant la Monnaie occupée, la police a réduit au silence le collectif des jeunes travailleurs, travailleuses, étudiantes, étudiants du champ culturel. Pour ne pas réduire le secteur culturel au silence, on lui donne la parole ce soir dans Libre Ensemble. Bienvenue et merci d'avoir choisi de nous écouter. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Et pour parler culture ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Virginie Cordier. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Vous êtes directrice de la Vénerie, le centre culturel de Watermal-Boisfort. Et David Murgia. Bonsoir David. Bonsoir. Comédien, membre du collectif Still Standing for Culture, un des membres d'ailleurs. Alors désemparé, on le sait, le monde de la culture a décidé de reprendre son destin en main. Enfin, en main, entre le vendredi 30 avril et le samedi 8 mai, on va essayer. De nombreux centres culturels, cinéma, théâtre et lieux associatifs vont braver l'interdiction d'un gouvernement qui a beaucoup trop tiré sur la corde de l'arbitraire, comme le dit le collectif dont vous faites partie, David, en proposant chaque jour de multiples activités dans le respect du protocole, bien sûr. Cette reprise culturelle s'inscrit dans un sillage d'actions menées ces dernières semaines, comme l'occupation des théâtres ou l'ouverture du KVS, soutenu par la ville de Bruxelles à partir du 26 avril prochain. Alors, mes deux invités, que pensent-ils de cette situation ? Une situation sanitaire, on va commencer par là d'abord, qui n'explique pas pourquoi le sort des lieux culturels a été si longtemps et systématiquement éludé pendant des mois. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là maintenant, il va falloir prendre les choses en main et agir ? Virginie, David. Pourquoi ? Mais parce que nos droits fondamentaux sont en jeu, en fait. On a beaucoup parlé ces derniers temps aussi des droits culturels, en fait. Les droits culturels, c'est ce qui, nous, humains, nous relie à nous-mêmes, nous relie aux autres, nous permet de penser, de réfléchir, de rêver une société, et puis surtout d'agir sur elle. Et depuis plus d'un an, on continue, on n'a jamais fermé, je pense, pour la plupart d'entre nous, mais ça devient extrêmement compliqué, en fait. Vous n'avez jamais fermé vos publics. Oui, vous étiez dans l'obligation de ne pas vous présenter, de ne pas montrer et faire culture, entre guillemets, devant un public. On fait culture autrement que dans nos salles. On fait culture dans l'espace public, on fait culture malheureusement virtuellement. On déteste ça et on l'a fait au minimum, mais on l'a fait et on continuera à le faire malgré tout et malgré nos réticences. Mais oui, il y a énormément de dispositifs qui se sont créés tout au long de l'année, en fait, et qui n'ont jamais cessé d'exister pour faire culture. On va reparler, des projets que vous avez mis sur pied à la Vénerie. David, pourquoi l'urgence là aujourd'hui ? On le dit, cette émission a été enregistrée jeudi après-midi, donc demain, hier, on est diffusé le samedi soir, il y aura ce fameux comité de concertation et on verra un petit peu comment la culture et à quelle sauce elle va être mangée cette fois-ci. Mais là, on agit, David. Vous êtes sur les charbons ardents, vous avez beaucoup d'interviews, on parle beaucoup de vous en ce moment, de vous tous, des collectifs. Comment ça va se passer ? On agit, Still Standing agit depuis plusieurs mois. Ça fait très très longtemps là qu'on agit, d'abord pour nos droits, pour de simples acquis, pour des indemnités il y a un an, et puis progressivement en fait pour une lutte de récit, une lutte politique véritablement face à une logique qui a choisi de éteindre le lien social et la culture, et qui ne peut pas se déresponsabiliser des dégâts immenses qu'elle est en train de créer. Vraiment, c'est dévastateur ce qui est en train de se passer, et ne rien faire, rester silencieux, c'est perdre beaucoup pour notre société, pour la solidarité qu'on doit avoir les uns pour les autres, pour la richesse de l'intelligence collective. Ne rien faire et rester silencieux, c'est s'effondrer maintenant, mais c'est aussi perdre d'abord le combat pour toutes les prochaines catastrophes et épidémies qu'il y aura. Donc évidemment, encourager toutes les personnes qui ont décidé d'ouvrir leur lieu, tous les jeunes gens qui vont occuper des théâtres, tous ceux qui disent que l'ensemble des choix qui sont opérés maintenant ne peuvent plus se masquer, se costumer d'être des simples mesures sanitaires, mais sont véritablement des choix politiques qui décident d'une forme d'organisation sociale au détriment d'une autre, qui décident de sauvegarder une économie, je dis bien une certaine économie, pas l'économie au détriment d'une autre. Ça, en effet, c'est un combat qui ne peut pas attendre, et on ne peut pas le laisser passer. Donc on s'y engage, et on sait qu'il n'y a rien à attendre d'écho. On sait que ce ne sont pas les partis qui ont mis en place cette logique déjà avant l'épidémie qui vont tout à coup valoriser la culture et dire allez-y artistes, allez-y intellectuels, allez-y étudiants, regagnez les universités parce que nous avons besoin de vous pour traverser cette crise. On le sait que ce n'est pas eux qui vont le faire, donc on le fait. Vous avez même été jusqu'à faire un grand plan de déconfinement en quelque sorte, en vous alliant tous. Donc vous avez des solutions à proposer même aux politiques en disant voilà, nous on propose ça. Ce n'est même pas entendu ça. C'était quoi ces grandes lignes-là qui ne sont même pas entendues ? D'abord, la première ligne, c'est qu'il n'y a aucune évidence à ce que la culture soit fermée. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun critère scientifique qui dit
évidemment, fermons vite la culture, ça va ralentir l'épidémie. l'épidémie. Vous les répétez tous, effectivement. Bon. On il n'y a pas de raison de sectoriser. Pourquoi est-ce qu'on sectorise, en fait? C'est ça le problème. Il n'y a pas de raison à sectoriser, en fait, la gestion de cette crise. Donc l'argument de la gestion, d'une gestion par risque et par situation, c'est un argument sur lequel Still Standing tape depuis 6-7 mois. Je veux dire, vous dites qu'il faut faire solidarité. Donc ne pas... Ça, c'est la répartition des efforts, en effet. Ne pas que les secteurs entre eux viennent à... Exactement. Pourquoi est-ce qu'on sortir de la logique, on va d'abord ouvrir les coiffeuses et puis les esthéticiennes, et puis après les zoos, on verra bien si on peut ouvrir la culture. Le secteur culturel, rien qu'en lui-même, est si large. On ne peut pas comparer un petit cinéma à Forêt Nationale, on ne peut pas comparer une activité d'éducation permanente à un théâtre dans un quartier. Le secteur culturel en soi comporte 1 million de spécificités. On ne peut pas le mettre à l'arrêt en appuyant sur off comme ça. Toutes les situations s'étudient, et c'est maintenant que les épidémiologistes, M. Klumek, Jules Bert et Leïla Belkir ont sorti cette carte blanche, que en effet ça commence à percoler, y compris chez les plus hypocrites des responsables politiques qui disent enfin être entendus. Alors Still Standing for Culture, on va en reparler parce qu'il y a des projets que vous mettez sur pied, notamment les réouvertures des halles de Schaerbeek. On va en reparler avec vous, David. Virginie Cordier, vous, à la Vénerie, vous dites vous avez des projets depuis bien longtemps, et je pense que vous avez vraiment envie même de changer le paradigme de la culture et de vraiment l'intégrer à la société. Comme Still Standing dit finalement, c'est de mélanger tous les secteurs et que la culture fasse partie de la vie des citoyens. Bien Donc sûr. rendre aux citoyens sa culture et rendre le citoyen à la culture. Pour ça, depuis quand est-ce que cette pensée existe chez vous à la Vénerie? Je pense que c'est au cœur même du décret des centres culturels, en fait. C'est cette idée qu'on n'est pas simplement en train de consommer de la culture, mais on l'a fait, en fait, et on l'a fait ensemble. Et c'est essentiel, en fait, cet axe-là, de pouvoir participer et de faire culture, et pas simplement aller voir un très beau spectacle, même si c'est magnifique. Et dans l'aspect médiation, il y a évidemment cette compréhension, cette analyse, cet accompagnement de l'œuvre, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que ça fait apparaître, c'est de quelle culture est-ce qu'on parle. On a beaucoup parlé de la culture dominante, de la culture bourgeoise, ça dérange beaucoup de gens quand on dit ça. On a beaucoup parlé des invisibilisés, tant du côté des artistes, mais aussi du côté des publics. Et donc, tout ça, on en parlait avant, mais un petit peu dans une espèce d'entre-soi. Aujourd'hui, c'est déposé même au sein du Conseil supérieur de la culture, en fait, qui va s'emparer de ces questionnements. Ça a été au cœur aussi du groupe des 40 et des 52 par la suite, qui était autour de la ministre. Ça a été vraiment le cœur du débat, je trouve, cette question-là de la médiation et de faire culture et de faire société. Pourtant, là, depuis 1 an, on semble oublier votre rôle. Il était bien avant, il était applaudi. Et puis là, subitement, quand on parle de crise sanitaire, c'est plus important de rouvrir les magasins d'alimentation que les centres culturels. Alors, je ne suis pas sûre qu'il était applaudi, je ne suis pas sûre qu'il ait été perçu d'ailleurs. Et justement, ça nous a permis, nous, de nous réaffirmer et de dire en fait être centre culturel ou faire culture, c'est pas simplement programmer des beaux spectacles ou simplement, on le disait tout à l'heure avant de commencer l'émission, faire rire, parce que c'est gai de rire, ou bien faire réfléchir. On va au-delà de ça en fait. Et donc je pense que c'est le moment aussi de réaffirmer cette fonction-là, cette mission-là qui est en fait qui est merveilleuse. Mais alors comment est-ce qu'on organise dans un avenir complètement incertain, une programmation dans un centre culturel? Comment vous faites pour envisager le mois suivant, et puis les 6 mois, et puis l'année, et puis les 5 prochaines années? Plan A, plan B, plan C, retour au plan A, plan D, plan E, ça n'arrête pas en fait. Et en même temps, on fait. Et parfois, on fait en étant un petit peu en flirtant avec l'illégalité, mais toujours en faisant en sorte de ne prendre aucun risque et de respecter vraiment la sécurité de chacun et de faire en sorte que autant les travailleurs que les publics, en fait, ou les participants se sentent à l'aise. Par exemple, avec Isabelle Defossé et Fabio Zenoni, on est en train de mettre en place un vaste projet et on a recueilli, en fait, auprès de centenaires, auprès d'anciens, une parole, en fait, et on est en train d'écrire une nouvelle histoire. Et puis, avec Leïla Duquesne et Zouz, on va mettre en place des écritures slam avec des adolescents dehors, dans les quartiers. Donc voilà, bon, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller rencontrer des anciens au mois de janvier 2021 avec double plexiglas, masque et pas toujours encore, à ce moment-là, les gens n'étaient pas encore vaccinés. Et pourtant, on l'a fait. Et vous auriez dû voir les étoiles dans les yeux de ces personnes. Il m'arrive enfin quelque chose, merci beaucoup. Et puis surtout, je suis entendue, et puis surtout, je suis écoutée, et puis je suis dans ce partage. C'était extraordinaire. La matière est là pour créer, David Murgia. Vous avez beaucoup, tous vos spectacles tournent autour de la question politique depuis longtemps, donc c'est pas une question nouvelle chez vous. Mais là, en plus du reste, il y a une matière sociétale qui est énorme, j'imagine. Bien sûr, et ça c'est aussi un des arguments depuis le début.
À mon avis, la culture, c'est pas quelque chose qui se reporte ou qui s'ajourne ou dont on peut dire on verra bien plus tard. La culture, c'est quelque chose qui doit agir sur le présent. Et ce présent-ci, on sait qu'il est, il est très particulier. Et la culture doit agir dessus, elle ne doit pas agir quand ça ira mieux. Et donc ça a été un problème quand on avait une ministre de la Culture qui a longtemps dit « dès que la situation épidémiologique le permettra », sans jamais considérer que la situation épidémiologique permettait un tas de choses tout à fait dangereuses, de se bousculer dans des endroits qui étaient en fait des endroits d'une logique de marchandises et de production. La culture invite les gens à réfléchir sur la situation présente et elle doit participer de cette situation. C'est vraiment... Moi je trouve que ça éclaire avec une violence et une crudité, en effet des rapports qui étaient déjà préexistants au virus, mais maintenant tout se dévoile, tout est clair et on voit bien donc que la culture n'était donc rien, n'était juste une chose... Voilà, pour décompresser. Alors, on va rouvrir, vous allez déconfiner les Halles de Schaerbeek pour y présenter un cabaret débat, des émissions radio même, il y aura un tas de choses. Et alors, je rappelle, dans un volume gigantesque, parce que les Halles, c'est 40 mètres de long, sur 25 mètres de large, jusqu'à 25 mètres de hauteur. Enfin, c'est une jauge qui peut sembler vraiment minime, de mettre 100 personnes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce que vous allez y proposer pendant combien de jours ? L'idée, c'est de rassembler des corps, de toute façon, que des gens viennent à l'intérieur. On avait commencé un cycle de débats avec Still Standing, dont le premier était la culture est-elle une variable d'ajustement et si oui, quelles conséquences. On avait fait ça au Théâtre National et l'idée c'est d'avancer là-dedans, mais de rajouter cette fois-ci de le faire avec des gens en présentiel. Donc je pense que oui, qu'on va être à 250 personnes peut-être qui seront dans ce lieu immense et de nourrir ça aussi d'interventions artistiques. Et peut-être ça servira de relais pour tout ce qui est en train de se passer partout dans les autres lieux dans le pays qui accueilleront des spectacles, on l'espère, de manière la plus normale possible, c'est-à-dire de manière publique, avec des réservations, avec des cachets pour les artistes, en fait refaire les choses normalement et en sécurité de manière tout à fait absolument consciente de la situation sanitaire. Et on sait aussi que Still Standing est un mouvement citoyen qui est évidemment solidaire, peut-être plus que le monde politique, avec le personnel hospitalier et avec l'hôpital public, pour lequel nous sommes assez inquiets d'ailleurs. Solidaire entre vous aussi, évidemment, parce que dans le secteur culturel, il y a toute une variante d'aide, d'institutions qui sont aidées, d'autres qui sont complètement privées. Parfois, on se tire un peu dans les pattes. Alors aujourd'hui, vous êtes tous d'accord qu'il va falloir œuvrer main dans la main ? Virginie Cordel. Il faut surtout qu'on apprenne à se comprendre et à se parler. Et je trouve quelque part extraordinaire ce qu'on est en train de vivre maintenant, parce qu'il se passe des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer, rêver. Enfin, c'est presque à certains endroits une utopie, quoi, de se retrouver comme ça, par exemple, il y a 1 semaine et demie, au Théâtre National, avec un ensemble d'opérateurs culturels, à discuter, à déconstruire des stéréotypes ou des jugements de part et d'autre. Et à un moment donné, se rendre compte qu'il y a tellement de communs, en fait, malgré nos différences. C'est juste incroyable. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? Pourquoi on ne s'est pas écouté avant ? Pourquoi on ne s'est pas parlé ? Mais tout ça, en plus, avec bienveillance, avec une envie, effectivement, pas seulement de lâcher des paroles et une réflexion, mais aussi de se dire, OK, comment est-ce qu'on agit maintenant ensemble ? Comment est-ce qu'on fait corps ? Et ça, c'est juste... Moi, je trouve ça dingue, en fait, de pouvoir faire ça. Et on a envie de croire que tout est possible quand on sort de 3 heures comme ça. Voilà, c'est assez rare de sortir de 3 heures de réunion en présentiel avec des vrais gens. Et d'avoir une niaque d'enfer. Moi, je suis sortie de là, je me suis dit, mais le monde nous appartient, en fait. Il ne tient qu'à nous, finalement, vous êtes positive, Virginie, quoi. Mais alors que disent David, vous êtes un peu des vieux routards de la culture, vous deux. Mais qu'est-ce que vous dites à des petits jeunes, en tout cas des étudiants, des étudiantes qui ont occupé la monnaie, par exemple, et qui ont créé un collectif Bezette, la monnaie occupée, qui, eux, se disent, mince, je vais terminer mes études, qu'est-ce qu'il va advenir de moi ? Toutes les productions qui étaient en cours il y a 1 an ou 2 vont devoir être reprogrammées, et donc ça va un petit peu bouchonner là derrière. Comment moi je vais me placer, comment je vais faire ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous leur dites, David et Virginie ? Moi, je leur dis que le monde politique a une vision médiocre de la politique culturelle. Et que ça, c'est un premier point à savoir pour essayer de construire quelque chose. Voilà. Parce que si tu leur fais confiance, on est foutu. Parce que d'abord, ils sont capables de durablement fermer la culture. Parce que le monde politique, en général, est capable de nous faire croire que l'urgence est à long terme. On n'est plus dans une situation d'urgence. On est dans une situation durable, structurelle. Il faut planifier avec elle, il faut s'organiser dans cette situation longue. Donc maintenant, les jeunes gens, moi je leur dis qu'il y a 10 ans, quand moi je suis sorti de l'école, il était normal
accepté partout, et le monde politique le savait, qu'un étudiant qui sort d'une école pour construire le Raoul Collectif, par exemple, pour construire une compagnie ou un spectacle, travaille 1 an sans contrat, au chômage, c'est-à-dire en noir, de manière acceptée politiquement, parce qu'il n'y a pas d'argent dans ce secteur culturel pour financer normalement l'ensemble du volume du travail des jeunes gens qui sortent. Ça, c'est la réalité il y a 10 ans. Et elle est 2 fois pire, cette réalité maintenant. Donc en fait, on est tout à fait en droit de demander un refinancement massif de la culture. Les jeunes gens sont tout à fait en droit de dire: il y aura moins de personnes dans les salles, il faut 2 fois plus de lieux et 2 fois plus de création, avec des jeunes gens qui créent dès qu'ils sortent de l'école, avec des contrats légaux, en étant payés, avec des acquis sociaux pour lesquels nos parents et nos grands-parents se sont battus. En fait, il y a lieu de replacer les enjeux de la lutte à ces endroits-là. Pourquoi pensez-vous, Virginie ? Même discours aux jeunes ? Oui, je pense qu'il faut continuer à se battre pour ce fameux statut social de l'artiste qui n'en est pas un en Belgique. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Je trouve qu'il y a des belles avancées. Là aussi, c'est assez réjouissant ce qui s'est passé ces dernières semaines. Par rapport aux pays voisins, pour qu'on sache un peu, le public qui nous écoute, il est comment ce statut d'artiste en Belgique ? Il est inexistant, c'est-à-dire qu'il est lié au chômage, par rapport à la en fait. France ou autre. La France n'a pas un système qui est lié aux indemnités du chômage. Donc déjà, en termes de reconnaissance, le gap, il est énorme. Ici, en Belgique, c'est pas un véritable statut social de l'artiste, en fait. Oui. C'est un combat. Pour moi, ça fait partie justement. J'invite souvent à diviser les idées, à diviser les luttes, parce que sinon on mélange tout. Et par exemple, c'est là où on peut se faire piéger dans un cabinet. Par exemple, si on parle du statut social de l'artiste en même temps de la crise épidémiologique et de la fermeture des théâtres qui est injuste et arbitraire. C'est des sujets différents, et le statut de l'artiste, ça va être des fédérations, des syndicats qui vont s'en occuper et qui vont voir en fait quels droits on a. Et surtout, je pense qu'il est indispensable de prendre en compte qu'on est dans un monde qui favorise de plus en plus ces activités de contrats courts, sous-payés, avec un employeur qui décide « maintenant je vous mets sous contrat du 17 au 20 et le 21 vous êtes au chômage, mais je vous réengage le 23 ». C'est une réalité sociale. Dans d'autres secteurs, il faudra la prendre en compte. C'est un modèle social, ça. Alors il faut changer de paradigme, vous l'avez dit, et on parlera donc de ce domaine-là. Peut-être ça fera l'objet d'une autre émission. Là, concrètement, aujourd'hui, vous avez l'air de dire tous les deux, off record, avant cette émission, que on n'attend plus de pouvoir rouvrir normalement. Ça, c'est terminé. Il va falloir réinventer la culture, le monde culturel et peut-être le management culturel, vous pensez ? C'est-à-dire qu'il faut, c'est ce que disait David tout à l'heure, il faut arrêter d'attendre, en fait. Attendre quoi, exactement ? Souvent, je demande attendre quoi ? Et donc, prendre le temps, certainement, pour penser comment on va faire et pourquoi on le fait. Ça, je crois que c'est vraiment la base. Après, il va falloir... je ne sais pas si... On parle beaucoup de se réinventer, etc. Je ne sais pas, moi, je suis un peu tiède par rapport à ça, parce que je pense que tout est déjà là, en fait. Et il suffit juste de donner les moyens, de donner l'espace. Et on les a aussi. Mais ça demande aussi de se remettre... C'est surtout se remettre en question, je pense, sur certaines pratiques, sur certaines habitudes, sur lesquelles il faut dire, là, ça suffit. On ne va plus faire comme ça. Je prends en résidence à la Vénerie des artistes, je les paye. Donc voilà, c'est peut-être aussi avoir le courage de se dire, si je veux faire mon boulot correctement, je vais terminer avec un bilan en négatif. On sait que beaucoup de structures... Ça, c'est repenser à management culturel, véritablement. On sait très bien que l'année dernière, il y a énormément de structures qui ont terminé en boni. Parce qu'en fait, un centre culturel fermé ramène entre guillemets de l'argent. C'est-à-dire, voilà. Donc ça, il va falloir reconnaître ça. Et peut-être qu'à un moment donné, réinterroger nos modèles et réaffecter cet argent qui est quand même, c'est de l'argent public, quoi. Donc où est-ce qu'on met l'argent et de faire des choix. Pour ça, il faut effectivement que les conseils d'administration puissent nous suivre et nous soutenir. Mais je pense que ça, c'est déjà une grande victoire. Si un secteur comme celui des centres culturels, qui regroupe quand même 119 centres sur l'ensemble de la Belgique, puissent déjà ensemble se dire, je dis bêtement, on arrête le RPI, on engage les compagnies, même quand elles sont en résidence, on fait en sorte qu'il y ait pas forcément de la médiation avec du scolaire, parce que c'est ça aussi, avec des textes comme le PK qui sont des textes formidables, mais on tord parfois, ou on force l'artiste à faire des choses qui n'est pas en fait finalement ce pourquoi il a décidé d'embrasser, je ne sais pas s'il le décide d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais je veux dire qu'à un moment donné, il doit y avoir un respect aussi et une reconnaissance de ce travail qui est fondamental. David Murgia, on parlait aussi beaucoup qu'à partir du 26 avril, des expériences tests auraient lieu dans différents secteurs, notamment celui de la culture. Ça veut dire quoi, ça, pour vous ? Rien. Des expériences tests. Si, il aurait fallu les faire il y a un an. C'est un acharnement. Ça veut dire... Mais d'ailleurs, pourquoi ? Vous êtes prêts, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ferait... Donc moi, mon spectacle
spectacle est annulé. Pueblo, je devais le jouer au Théâtre National. Cette salle fait 650 places. Je voulais accueillir 100 personnes. Cette salle a un renouvellement d'air complet déjà, total. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un test dans cette salle pour avoir des résultats dans un mois, pour savoir si la culture peut reprendre de manière... Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un test au Carrefour Express en dessous de chez moi? Quand j'y vais, je risque ma vie. À chaque fois, je bouscule tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un test quand on ouvre le Black Friday à City 2? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un test dans les secteurs qui sont ouverts et qui ont moins subi la crise? Pourquoi est-ce qu'on utilise ceux qui sont le plus longtemps fermés, qui sont le plus impactés, pour en plus fournir une batterie de tests? Alors qu'on a déjà des études qui tombent, qui pleuvent d'Oxford, d'Allemagne, qui viennent et qui nous disent qu'on peut faire de la culture de manière sécurisée. On a ici, dans notre pays, des épidémiologistes qui nous disent que certains lieux, en effet, les mettre à l'arrêt, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, là, on serait plus en sécurité que dans un train, puisque dans les trains, on a décidé de aussi entasser les gens de manière dangereuse plutôt que de rajouter des wagons. Pourquoi est-ce qu'il faudrait encore qu'on accepte, on va applaudir, simplement dire « Ah, ouf, maintenant on passe à la période test », mais non, on n'y croit pas. Et d'ailleurs, c'est injuste que nous subissions encore des tests. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un peu plus personne aux gens qui travaillent dans les lieux depuis des années et des années, qui connaissent leur lieu par cœur, pour dire « En fait, moi, c'est ça que je devrais modifier pour que ce soit plus sûr. En fait, moi, j'ai besoin de rien modifier. Il faut juste que je mette pas de spectateurs ici. » Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un peu plus confiance aux spécificités de chaque lieu et aux travailleurs, quoi? Maintenant, on va devoir encore accepter ce truc de test? Je suis désolé, c'est pas un bon argument. Parce que la culture ne rapporte pas de recettes sonnantes et trébuchantes comme un supermarché. Bien sûr que c'est pour ça. Mais bien sûr que c'est des choix on veut une société de consommation. C'est des choix de société à court terme, on est d'accord. Oui, enfin, ça fait quand même longtemps que c'est comme ça. Un an. Je veux dire, nos grands-parents étaient déjà drillés pour être des consommateurs et nos enfants le sont déjà. C'est terrible, en fait. On n'est que ça, en fait, réduit à des machines à consommer et non pas à penser. Donc, c'est juste que là, c'est effectivement de nouveau exacerbé, mais on est dans une atomisation de l'individu et dans des sociétés de consommation qui atteignent des sommets qui étaient absolument inimaginables. Donc vous pensez que le dialogue, il est un petit peu inutile en ce moment? C'est plutôt une espèce de rébellion plus large qui va s'installer. On a écrit, donc je répète, ça fait 7 mois qu'on écrit des cartes blanches, qu'on avance des arguments qu'on tente intelligibles, responsables, intelligents, sensibles. Qu'on tente aussi de faire émerger des débats démocratiques qui n'ont pas lieu avec un parlement qui n'existe presque pas, des débats démocratiques qui soulèvent des questions écologiques, sociales de cette crise, pas que des gestions court-termistes d'urgence. Et en effet, on peut se poser la question d'un modèle qui choisit de mettre en danger dans les entreprises, les contaminations se font à 40% je crois dans les entreprises, de mettre en danger là un modèle qui choisit de produire et de consommer et en fait qui refuse aux jeunes gens d'aller à l'université, de se rencontrer, de débattre, qui refuse aux gens d'aller au théâtre, d'imaginer des histoires, de réfléchir sur leur temps, de faire des débats ensemble. Donc oui, en effet, on passe à un autre mode d'action. C'est pas qu'on n'a pas essayé ou qu'on n'a pas eu un petit espoir d'être entendu. Cette logique de répartition solidaire des efforts sur l'ensemble des épaules de la société et d'arrêter d'appuyer sur les épaules les plus faibles. Alors je dis pas qu'elle aurait été entendue, mais on a cru qu'on pouvait la faire percoler médiatiquement et politiquement. Ça n'a pas été le cas. Du coup, maintenant, on prend nos responsabilités. Alors, quand je parle de rébellion plus large, pour le moment, ça va être une rébellion gentille quand même. C'est juste décider d'ouvrir les lieux. En plus. Mais c'est vrai, souvent on nous dit, mais moi j'entends souvent ça, on nous dit, mais vous êtes trop gentil, vous êtes trop gentil. À force de nous le dire, on va devenir méchants, je pense. C'est les ouvrir avec tout respect de normes sanitaires. Bien sûr, mais ça c'est essentiel, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est quand même dans l'illégalité. Enfin, le 1er mai et puis jusqu'au 8 mai, on verra un peu, mais dans beaucoup de lieux, des grands comme des petits, et c'est bien que les grands prêtent déjà, ouvrent la voie, comme le cas VS et autres. On va ouvrir, point. Vous vous dites ça, il va falloir le faire, sinon on s'en sort plus. Bah oui, il faut des expériences concrètes en fait. C'est en faisant les choses qu'on apprend comment les faire et les maintenir. Et là, en effet, je vois pas. Il n'y a plus d'autres solutions. Et puis de toute façon, si on peut le faire de manière, comme les terrasses, on a aussi des bourgmestres qui disent qu'ils vont tolérer certaines choses parce qu'elles sont pas dangereuses. Enfin, on sent de toute façon qu'on arrive au bout d'une logique, qu'elle est intenable, qu'elle est incohérente, qu'elle ne peut pas se justifier. Donc il faut passer à des formes d'action qui sont en effet pas des actions très violentes, quoi. C'est-à-dire proposer des spectacles de théâtre à des gens bien espacés. Oui, et puis surtout on va pouvoir se rencontrer. Moi, j'aime bien cette idée de se dire que les corps vont de nouveau être en présence. On en a tellement besoin. On l'a vu encore récemment avec Circus in the City qui produisait des spectacles de cirque à travers les vitrines. Moi, j'ai vu des gens sur la place Kim qui pleuraient, en fait. Ils pleuraient d'émotion. Oui. Pourtant, l'artiste derrière la vitrine faisait un truc marrant. Mais parce que c'était... et je me souviens de cette personne, j'avais oublié comme ça m'a manqué, j'en avais besoin, fait. Oui. Mais oui, on en a besoin. Et ça, juste pour ce plaisir-là, effectivement, pendant quelques heures, faire semblant que c'est normal, en fait.
Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et c'est aussi, je trouve, moi, même au-delà, parce que les arguments de la culture qui soigne et du théâtre qui fait du bien, j'y crois bien sûr à ces étoiles dans les yeux, mais je trouve, moi je suis profondément en colère parce que l'idée de culture, en fait, l'idée de lien social, c'est ça qui est... Les dégâts invisibles qui sont en train de se créer par des choix politiques. On parle beaucoup de dépression chez les jeunes. Ça par exemple, mais même le choix, qu'est-ce que ça signifie en fait, qu'est-ce que ça reflète, qu'est-ce que ça raconte aux jeunes générations, des hommes politiques et des femmes politiques qui disent qu'on n'a pas besoin de ce type d'activité-là et qu'il faut privilégier celle-ci. C'est des choix conséquents, il faut les assumer derrière. Hein. Est-ce que vous avez peur, comme certains, que on soit justement en train de créer une société pour chacun d'entre nous serait des moutons et pour pouvoir contrôler nos faits et gestes, pour contrôler... On est en train de la créer, je crois qu'elle est déjà là, malheureusement. Elle est là, mais bien sûr, tout est mis en place pour que... Mais moi, je crois, malgré... Alors c'est vrai que je suis une optimiste, je suis positive, etc. Je suis aussi très pessimiste depuis le début de cette crise et je me surprends moi-même de me voir dans ce pessimisme-là et de me dire, mais tiens, moi qui ai toujours été très... allez, on y va, tout ira bien. Mais en fait, je le pense quand même encore... Parce qu'effectivement, il y a cette génération, il y a ces jeunes en fait qui sont là et qui font et qui nous renvoient, je pense, à un miroir très fort, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire confiance. Mais aussi peut-être les appeler à la désobéissance, alors. Oui, je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous pour commencer à le faire. Je pense qu'ils le font déjà aussi. D'ailleurs, même, il y a quelque chose qui est assez beau. Vous avez vu cette tribune qui était tous les jours devant la Monnaie et qui est encore tous les jours devant la Monnaie. Il y a une mise en solidarité, une tentative de relier leur précarité à d'autres, en fait. C'est pas, et ça fait longtemps, peut-être, moi je suis très heureux de ça, c'est pas une culture qui regarde son nombril, là, ces artistes qui prennent la parole. C'est une culture qui dit dans quel monde êtes-vous en train de nous plonger, quelles conséquences ça va avoir, combien de temps, avec qui faisons-nous des alliances. Et voilà, c'est une jeune génération qui réfléchit au désastre, en fait, pendant qu'un vieux monde est en train de fermer les yeux et est en train de le gérer à court terme. Donc ce qu'on va nous montrer ou produire dans les prochaines années sera peut-être beaucoup plus riche encore que ce que vous nous avez offert précédemment, on l'espère. Voyons jour à jour, travaillons dans le présent, moi je crois qu'il faut faire ça. Très bien, merci à vous deux. On va d'abord rappeler, où est-ce qu'on vous retrouve, David, donc, dans ces prochains jours ? Derrière mon ordinateur, à mon avis. Au Hall de Scarbeck, en tout cas. Oui, on sera au Hall de Scarbeck. Le Raoul Collectif va jouer aussi. Et puis, on va aller faire le tour. Moi, je vais essayer d'aller au théâtre et voir des spectacles, voir des films. Je vais essayer de faire ça aussi. Avant le 1er mai et après le 1er mai, et le plus possible. Et en 2022 à la Vénerie. Et à la Vénerie, Virginie Cordier. C'est vrai. Qu'avez-vous planifié dans ces prochaines semaines comme projet, comme action Alors, évidemment, le 1er mai. Et puis le 8 mai, il y aura de l'éco-poésie avec les Midis de la Poésie. On sème les mots avec des ados, des adultes, des personnes plus âgées qui viendront, avec Christine Vanacker, en fait, se relier à la nature. Je crois que ça, c'est fondamental. Qu'est-ce qui fait nature en nous ? Ça, c'est le 8 mai. Après, on a des balades philosophiques, on a du cinéma en plein air, et on aura du cirque. Je suis sûre que j'oublie plein de choses. Donc déjà, mea culpa, mes collègues qui préparent tout ça en coulisses et qui font un travail formidable. Vraiment, il faut aller voir sur le site. Il y a 1000 choses. Lavenerie.be. Ouais, allez sur www.stillstandingforculture.be et là, il y aura tout le programme de toutes les salles qui ouvrent, qui sera inscrit. Et rejoindre le collectif Beuzette La Monnaie Occupée, tous les jours à 17h, devant la Monnaie. Merci David Murgia, merci Virginie Cordier d'avoir été là et merci à vous d'avoir choisi de nous écouter. Et puis voilà, longue vie à la culture. On se bat. Merci, bonne soirée à tous. Merci. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. À bientôt.